Bien, on va aborder maintenant une autre thématique, le contrôle de Dupont-Chelias fovealis. Cette présentation sera complétée d'une ou deux vidéos pour voir les essais en situation. On commence tout d'abord donc par une présentation du ravageur Dupont-Chelias fovealis. Donc c'est un papillon de l'ordre du centimètre environ. On aperçoit un adulte sur une feuille de chrysanthème sur la photo en haut à droite. Et juste en dessous, c'est la photo d'une larve en train de tisser sa soie et en train de grignoter un collet, de bien grignoter même un collet de kalanchoé. Alors cet insecte est polyphage, c'est bien ce qui va nous poser souci, et en ce qui nous concerne, donc c'est essentiellement sur les cultures ornementales, et notamment le cyclamen, qui est réputé comme étant la culture sur laquelle ce ravageur fait le plus de dégâts, où il y a le plus de pertes en production. Mais ça n'empêche qu'on le retrouve sur de nombreuses cultures, comme par exemple la culture de chrysanthème, de poinsettia. On le trouve également sur des cultures à intérêt économique majeur comme la tomate et le maïs, mais de façon plus anecdotique, et puis là où les dégâts sont quand même mineurs. Et il est possible également de les retrouver sur des plantes aquatiques ou des marais, puisque la larve tolère un très haut niveau d'humidité. Tous les organes de la plante peuvent être touchés, aboutissant évidemment à un dépérissement de la plante, voire à la mort de la plante. Le gros souci, on l'a dit outre la polyphagie, c'est qu'il est même capable de continuer son cycle de développement sur du matériel végétal en décomposition, ce qui fait que lorsque les plantes sont attaquées par ce ravageur ou par un autre, mais quand on constate des plantes un peu défraîchies, malades, abîmées, presque mortes, eh bien on a tendance à les jeter par facilité sur le tas de compost. Et le gros souci, c'est que le tas est situé à proximité des serres et des structures de production, etc. Donc la larve va tranquillement continuer son cycle, et une fois qu'elle passera adulte, les adultes vont pouvoir revenir contaminer les cultures et continuer son cycle de développement. Ce qu'on constate actuellement, c'est que l'efficacité des moyens de lutte est somme toute moyenne, et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que les producteurs ont peu de moyens chimiques à disposition, que pour avoir leur effet insecticide, il faut qu'ils arrivent à atteindre la larve, et la larve est difficile à atteindre, puisqu'elle est souvent cachée au niveau du collet, qu'elle fait, suivant les espèces végétales, des galeries dans les tiges, donc là, impossible pour le produit de l'atteindre, et puis elle se cache aussi dans le substrat pour consommer les racines. Et enfin, comme on peut le constater sur la photo de droite, il est très fréquent de retrouver des larves de Dupont-Chelias cachées sous les... Actuellement, ce sont les phéromones qui sont plus utilisés pour gérer ce ravageur, sauf que les phéromones ne piègent que les mâles. Donc pendant ce temps-là, les femelles ont le temps quand même d'aller pondre en culture. Et puis les phéromones nécessitent du coup des remplacements réguliers, puisque leur efficacité dure quelques semaines. Donc le constat, c'est qu'on a besoin de contrôler plus efficacement le ravageur. Et dans cette présentation, je vais aborder du coup deux thèmes qu'on a cherché à explorer, qui sont donc l'utilisation de plantes pièges ainsi que de pièges lumineux. Un petit rappel, ou pas, ou une découverte du cycle biologique de Dupont-Chelias. Donc comme tout cycle biologique, on commence par un œuf qui dure de 7, 8 à 10 jours suivant la température. De cet œuf sort une larve dont le développement va durer environ 4 semaines. Cette larve, une fois qu'elle a atteint sa maturité, entre guillemets, qu'elle est prête à passer au stade adulte, elle va se transformer en chrysalide. La métamorphose dure 1 à 2 semaines et sort un adulte dont la maturation sexuelle ne dure que 24 heures, donc 24 heures après émergence, elle peut déjà commencer à pondre des œufs viables, et la durée de vie de l'adulte dure environ 1 à 2 semaines. Voici notre élevage de Dupont-Chelias fovealis qui va servir à alimenter nos essais que vous verrez avec Tom sur ce ravageur. Donc cet élevage est approvisionné par des larves et des cocons prélevés chez les producteurs qui ont des cultures infestées par Dupont-Chelias fovealis. Donc on peut reconnaître les larves grâce à leur tête noire et des petits points noirs sur leur corps. Leurs cocons sont réalisés grâce aux soies et aux déjections des larves, donc qui sont assez caractéristiques.
Donc ici, dans notre élevage, nous élevons nos larves sur des petits bouts de carottes comme ceci. Ils sont posés sur du terreau qui nous sert de substrat aux larves qui vont vivre dans le terreau. On peut voir sur la gauche et sur la droite les différents moyens de lutte. Donc si on cherche plutôt à atteindre l'adulte, on va s'orienter vers du piégeage par la lumière ou par les phéromones comme je viens de l'évoquer. Et puis si on cherche à atteindre plutôt le stade larvaire, on va réaliser des lâchers d'auxiliaires, des applications de Bacillus thuringiensis, la plante piège que l'on va voir dans un instant, ou l'utilisation de produits phytosanitaires. Donc ici en vert et en gras, j'ai mis les deux thématiques à gauche et à droite du travail qui va nous intéresser ici. Au niveau de notre test de plante piège, donc on avait déjà réalisé des tests l'an dernier, on a poursuivi cette année avec toujours notre dispositif donc à 3 répétitions dans lesquelles on teste plusieurs plantes réputées très sensibles à du Ponchelia. On a notre témoin positif donc qui est le cyclamen, puisque on sait que le cyclamen est largement consommé et apprécié des Duponchelia, des larves de Duponchelia, donc c'est notre témoin positif. Un témoin négatif qui est l'Eleagnus, et là on sait que les papillons ne vont pas pondre sur Eleagnus, celui-ci ne sert qu'à valider notre dispositif. Ici on va donc évaluer le chair pourpre, le thym, le géranium, le kalanchoé, l'Eleagnus je l'ai dit, le poivron et donc le cyclamen. On a lâché au total 71 papillons et la notation des œufs est donc effectuée 7-8 jours après les lâchers. Au niveau des résultats, donc, on a quelque chose de très tranché, qui est très très intéressant. Donc vous pouvez voir sur cette figure le nombre total d'œufs que nous avons dénombrés sur les plantes et sur le substrat de la plante associée. On peut voir que sur notre témoin négatif, ici l'Eleagnus, on a 0 ponte, hein, comme attendu. En contrepartie, sur notre témoin positif, on a constaté un petit peu de ponte, sur d'autres espèces aussi. Notre dispositif semble donc validé, et puis évidemment ce qui est le plus intéressant ici, c'est le chair pourpre, sur lesquels on peut voir qu'on a comptabilisé donc 33 œufs, quand sur les autres espèces, au maximum on en comptabilisait 10 qui étaient sur le kalanchoé. Donc on a vraiment une espèce ici beaucoup plus sensible visiblement que les autres espèces testées, puisqu'on a 3 fois plus d'œufs sur les œufs chairs, et même si on veut exprimer ça autrement, 60% de tous les œufs que nous avons dénombrés ont été pondus sur œufs chairs. Donc là, il semble vraiment y avoir une préférence marquée envers les œufs chairs pourpres. Et cette donnée va être primordiale pour la suite de l'essai, puisqu'on va utiliser donc le chair pourpre comme candidate pour être une plante piège pour du Ponchelia. Donc je me trouve ici dans un essai en culture de cyclamen. On a recréé une culture d'environ 200 cyclamens, hein. Il est bien connu que le cyclamen est une culture très sensible à du Ponchelia. Donc on a choisi cette culture pour évaluer un nouveau levier de gestion du coup du ravageur, qui est l'utilisation de plantes pièges, comme on a déjà pu l'utiliser contre la lerode des cerfs ou encore l'oturinque. Eh bien ici, du Ponchelia est un candidat aussi en tant que ravageur polyphage et mobile à l'utilisation du coup de la méthode des plantes pièges. Donc au sein de cet essai, la plante piège qui nous paraît intéressante au vu de nos résultats, c'est le chair, comme on peut le voir derrière moi. Parmi nos 200 cyclamens, on va en noter 70. Ces 70 cyclamens, on les observe bien en détail sous les feuilles au collet de la plante, voir si on observe du coup des œufs et des larves de du Ponchelia. Et en parallèle de ces 70 pots répartis dans la culture, on va noter donc nos plantes pièges de la même façon, sous les feuilles au collet, etc., sur le substrat. Au début de l'essai, on a testé donc 8 plantes pièges pour 200 cyclamens. Donc c'est pas la densité finale souhaitée, c'est juste on a densifié un petit peu plus pour valider vraiment le principe. Les résultats sont très encourageants pour le moment. Donc là on a souhaité diminuer la densité. Donc là actuellement on est début septembre et il n'y a plus que 2
plans de piège pour nos 200 cyclamènes, ce qui est déjà une densité un peu plus facile à mettre en place en production. L'idéal serait même d'arriver à une, éventuellement pour 200 cyclamènes, voire plus si vraiment cela fonctionne bien. Et en plus, nous cherchons donc à comparer pour le moment 2 variétés de chair avec des couleurs de feuillage très différents, un vert pomme assez clair et l'autre plutôt pourpre, pour voir si en plus il y a une différence variétale. Il serait intéressant aussi de tester du coup une grande diversité de chair parce qu'on sait que la variété a souvent une importance sur l'appétence aux ravageurs. Hein. Par exemple, les aubergines avec les aleurodes, on sait que c'est la variété Bonica qui fonctionne mieux que les autres. C'est très probablement le cas aussi avec nos œufs chers. Mais pour l'instant, on a ces variétés-là qui fonctionnent. On verra peut-être l'année prochaine à tester une grande variété et essayer de trouver vraiment la variété de chair la plus sensible pour avoir un système plus robuste. Les résultats sur ce graphique, avec les petits papillons ici qui matérialisent les lâchers d'adultes réalisés dans la serre. La partie gauche du graphique qui va nous intéresser tout de suite, ce sont le nombre d'œufs qui ont été dénombrés. Donc ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en bleu ici vous avez le nombre d'œufs sur cyclamène, qui se limite du coup à 2 œufs sur la multitude de cyclamènes que l'on a noté. Et en contrepartie, en gris, vous avez les œufs dénombrés du coup sur Eucher. Donc là vous voyez qu'on a 2 sur cyclamène, 15 sur Eucher à la date du 21 juillet, donc une semaine après le début de l'essai. Et à la date suivante, on ne constate plus d'œufs sur cyclamène. Après il peut y avoir une marge d'erreur d'observation, hein. Évidemment les œufs on ne les observe pas systématiquement, et toujours un petit peu d'œufs sur Eucher. La semaine suivante, les œufs sont passés au stade larve, donc c'est ce qu'on voit ici avec les histogrammes jaunes. Et encore une fois, en bas ici, vous avez le nombre de larves qu'on a dénombrées sur les cyclamènes, donc vraiment pas grand chose, et puis en jaune, vous avez le nombre de larves dénombrées sur Eucher. Donc là, l'essai précédent est confirmé, on a une sensibilité de l'Eucher qui est quand même beaucoup plus importante que les cyclamènes, donc là, à la date du 25 août, là, on a une très très bonne efficacité de nos plans de piège, avec vraiment quasiment absence du ravageur sur la culture, et nos plans de piège qui sont largement infestés, avec un nombre de larves, on le voit ici, au total 81 larves ont été dénombrées sur seulement quelques œufs chers. Lorsqu'on s'intéresse à la différence entre les deux variétés de chair, hein, puisque pour rappel on avait la variété Blondie et la Sweet Tart, ce qu'on voit c'est que la différence entre les deux variétés n'est pas marquée du tout, puisque vous voyez qu'au 6 août, par exemple, c'est la variété Blondie qui héberge plus de larves comparée à l'autre variété, mais la semaine suivante, c'est la Sweet Tart, la semaine suivante, c'est la Blondie, la semaine suivante, c'est la Sweet Tart. Donc il n'y a vraiment pas de préférence très marquée vers l'une ou l'autre des variétés, ce qui est intéressant pour nous, puisque ça ne limite pas l'usage des plans de piège à une seule variété. Et en tout cas, parmi les deux qu'on a testés pour l'instant, il n'y a pas de préférence très marquée. Donc en conclusion, le Cher s'est avéré être la plus efficace lors du test préliminaire, lorsqu'on cherche à identifier du coup une plante piège potentielle, donc laquelle des espèces testées était la plus sensible à du Ponchelia, donc le Cher s'est avéré beaucoup plus sensible que les autres, c'est très intéressant. Elle a donc été par la suite utilisée en culture de cyclamène et à l'heure où je vous parle, mi-septembre, du coup l'essai est toujours en cours, hein, puisque la culture de cyclamène est toujours là. Donc on continue à évaluer l'effet l'attraction et l'effet des plans de piège sur la culture et l'effet pour gérer le ravageur. Et se pose évidemment la question de la gestion des plans de piège. C'est bien beau d'attirer tous les ravageurs sur seulement quelques plans de chair, mais encore faut-il les gérer derrière pour pas que ça fasse un réservoir à ravageurs qui risque après d'aller s'installer dans la culture. Donc on est en train d'essayer d'évaluer l'efficacité de certains auxiliaires. Donc là je ne peux pas vous montrer les résultats puisque les essais sont en cours. Et puis se pose aussi la question du renouvellement des plans de piège. Puisqu'au bout d'un moment, la plante piège, comme elle est efficace, eh bien, elle attire, elle héberge beaucoup de larves de Duponchelia. Les larves, il faut bien qu'elles consomment quelque chose, donc elles vont consommer forcément les racines, les feuilles, le collet, etc. de la plante piège, qui de ce fait va pâtir de cette consommation constante. Et vous voyez à droite, en haut on a nos deux plantes pièges saines,
qui n'ont pas connu de ravageurs. Et en dessous, les deux pots qui sont ici, ce sont les pots qu'on a extraits de la culture, qui ont déjà passé 6 semaines à côté en culture de cyclamène. Ce sont sur ces pots, ces deux pots parmi les 8, qui ont été comptés les 81 larves, etc. Donc vous voyez que les larves, en consommant les racines, etc., nuisent au développement de la plante piège, et donc au bout d'un moment on se retrouve avec des plantes pièges qui sont pas suffisamment appétentes pour le ravageur, et il sera alors temps de les renouveler pour venir les remplacer par des plantes pièges saines qui soient très attractives pour le ravageur. L'idéal étant d'espacer le plus possible ces renouvellements pour que ça coûte moins cher en plantes et puis en main d'œuvre. Donc pour l'instant dans notre essai nos plantes pièges ont duré 6 semaines, mais avec une pression en papillons qui était quand même assez forte, hein. Je vous rappelle, on a lâché 123 papillons, c'est quand même pas anodin, donc on peut supposer que dans une culture avec un petit peu moins de pression en ravageur, comme c'est souvent le cas, le renouvellement ne soit pas obligé d'être effectué au bout de 6 semaines, mais au bout peut-être de 8, 10, voire pas de renouvellement du tout pendant toute la culture du cyclamen, ce qui serait idéal. Au niveau des pièges lumineux, donc l'objectif, je le rappelle, c'est trouver un spectre très efficace pour attirer spécifiquement du Ponchelia, ou pas forcément spécifiquement, mais en tout cas sans attirer d'autres auxiliaires, puisqu'il y a très souvent dans les pièges les pièges lumineux utilisés contre les ravageurs, il y a beaucoup d'UV. Une majorité des insectes donc sont sensibles aux UV, donc on piège aussi des auxiliaires. Donc là, l'idée c'était de cibler, dans une culture de cyclamen par exemple, on sait qu'on sera embêté par du Duponchelia, donc l'idée était d'avoir un piège vraiment spécifique à Duponchelia. On sait d'après la bibliographie que du coup, ils ont des récepteurs UV bleu et vert dans les yeux, donc on a essayé de jouer un petit peu là-dessus, et donc au sein de notre petit tunnel ici sont testés plusieurs spectres, donc du rouge, de l'UV, du bleu, du vert, des combinaisons bleu-vert, et même des combinaisons par exemple à côté de moi, UV bleu-vert, pour voir si c'est mieux par exemple d'avoir, là on est censé stimuler en fait les trois récepteurs de la bestiole comparé à seulement un vert par exemple, et donc on va voir sur nos pièges englués, on va voir là où on piège le plus d'adultes de Duponchelia, et donc en fonction du spectre on voit que c'est plus ou moins spécifique. Par exemple celui-ci qui est donc un vert bleu UV, on peut voir ici que du coup il piège toute une panoplie d'insectes. Donc c'est pas du tout finalement un spectre spécifique de Duponchelia, on a beaucoup de papillons mais on a aussi beaucoup d'autres choses. Donc ce sera pas forcément ce spectre-là retenu. 38 individus du coup adultes ont été lâchés dans notre tunnel en fin d'après-midi. Et le lendemain matin, et puis aussi les jours suivants, on venait observer les individus piégés, donc sur les plaques engluées ici qu'on visualise juste à côté des néons. Au total dans l'essai, nous avons piégé 79 papillons, mais parmi ces 79 papillons, le gros souci c'est que aucun Duponchelia n'a été du coup piégé sur les pièges englués, malgré le fait d'en avoir lâché 38. Donc là, malheureusement, on n'a aucun résultat à vous communiquer là-dessus. On est incapable de dire qu'il faut telle ou telle lumière ou combinaison de lumière pour attirer du Ponchelia, et c'est bien malheureux. Merci beaucoup de votre attention, et si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Bonjour Tom, merci pour ces présentations. Donc on a quelques questions là qui sont arrivées sur le chat. Donc on a une première question. Donc hormis le cyclamen, quelles plantes vivaces ou arbustives sont données comme étant sensibles au Duponchelia? Alors il y a un très grand nombre de plantes sensibles à Duponchelia, hein. Ce papillon se nourrit sur des plantes appartenant à 43 familles botaniques, donc ça laisse supposer toute l'étendue des plantes sensibles possibles. Celles qui sont récurrentes, c'est du coup, donc cyclamen on l'a dit, chrysanthème. On en a même actuellement dans notre culture de chrysanthème à la station.
Poinsettia, Kalanchoé qui subissent aussi assez rapidement les dégâts des larves. Et puis, je l'ai dit, donc assez étendu, et on a même quelques plantes de pépinière, et notamment l'abélia, qui est assez sensible. On en retrouve, du coup, on retrouve des papillons et des larves en production, sans pour autant causer de gros dégâts sur les plantes, donc vraiment présent, mais sans causer de dégâts vraiment importants. Et on a même testé d'ailleurs l'abélia en tant que plante piège potentielle, puisque c'était très intéressant pour nous d'implanter une plante de pépinière au sein d'une culture horticole. Ça se démarquait bien comme type de plante piège, mais l'abélia était sensible, mais pas forcément plus que les autres, donc on l'a pas retenu pour la suite. Dans la présentation, il y a eu que 2 variétés testées, c'est bien ça? Est-ce qu'on a une idée de la sensibilité des autres variétés? Alors, on a à l'heure actuelle testé 2 variétés qui s'avéraient sensibles du coup chez un producteur, hein. Ce sont des 2 variétés qui ont été fournies par le producteur pour mener à bien nos essais, sur lesquels on avait trouvé sur son site des larves dans les pots, donc on savait que ces 2 variétés étaient sensibles. Le nombre de variétés de chair est quand même assez impressionnant, donc on ne peut pas toutes les tester, mais il est prévu l'année prochaine qu'on en teste quand même une panoplie assez importante si on peut, avec des œufs chairs bien contrastés, comme je le disais dans ma vidéo, par exemple des pourpres, des vertes, des à feuillage plutôt rouge, des marbrés, etc., pour voir si au sein des différentes allures qu'ont les variétés de chair, s'il y en a d'autres qui s'avèrent peut-être encore plus sensibles, et du coup on atteindrait une variété idéale, un petit peu comme l'aubergine et la variété Bonica, contre la lorde, pas contre du Ponchélier. Ok, donc on a une remarque là d'Émilie Maugin qui travaille à Astre d'Or Sud-Ouest, qui a constaté sur le terrain une sensibilité plus importante donc, de l'Eucher Palace Purple par rapport à la variété Silver Scrolls. Voilà. D'accord, merci Émilie pour cette remarque. Donc ça fait, en plus des 2 nôtres qui étaient donc Blondie et Sweet Tart, ça fait donc déjà 4 variétés, hein. Donc celle-là testée chez les collègues à Bordeaux. Donc c'est bon à savoir, et on introduira donc la variété d'Émilie sensible à Bordeaux dans nos tests de l'année prochaine pour comparer du coup Palace Purple à d'autres variétés. Là, on a un producteur qui nous dit qu'il y a l'Eucher Sugar Frosty qui est très appétante aussi. D'accord. Voilà. Bah, le nom l'est aussi. Ça pourra nous orienter sur voilà. les Merci pour travaux. ces indications. On les intégrera donc, comme je disais, dans nos futurs tests, puisqu'on a les remarques terrain qui nous permettent de dire que sont plus sensibles que d'autres. C'est très intéressant pour nous. Merci de ces contributions. Les remarques du chat n'arrêtent plus. Tester d'autres genres proches. Tiarella. Ah oui, d'accord. On a une question aussi par rapport donc à la plante sensible. Est-ce qu'on a testé d'autres plantes, d'autres genres proches de Tiarella ou Xeucherella? Non, c'est vrai que pour l'instant, on a tout juste, entre guillemets, identifié l'Eucher comme plante piège potentielle, puisque c'est essentiellement dû à des observations chez les producteurs, où on voit que régulièrement les cultures d'Eucher sont attaquées du coup par du Ponchélier. Donc on ne s'est pas encore attardé à effectivement regarder dans un cercle proche ce qui est assez apparenté à l'Eucher et les comparer aux Euchers. Mais c'est très intéressant et on le fera si on peut l'année prochaine. On a une question encore par rapport aux Euchers. Est-ce qu'après on peut les composter? Alors, c'est trop risqué. Donc je dirais ne tentez pas le coup, puisque comme on le dit dans la vidéo, la larve se nourrit aussi de matière organique en décomposition. Donc en gros d'une plante en train de se composter, donc elle est tout à fait capable sur le tas de compost de finir son cycle, d'émerger du coup en tant qu'adulte, et le tas de compost étant juste à côté des serres, il y a des chances qu'après l'adulte revienne dans les cultures
et viennent s'y multiplier. Donc, trop risqué de les mettre au compost, il faut les détruire d'une autre façon et en évitant une recontamination derrière des papillons. Alors, on a une autre question par rapport au Dupont-Chélia. Est-ce qu'on peut réussir à les maîtriser via des huiles essentielles, par exemple, soit peut-être des huiles essentielles de contact ou répulsives? Alors, ça n'a pas, enfin, du moins chez nous, on n'a pas testé cette thématique. Je n'en ai aucune idée. On sait que pour certains autres ravageurs, les huiles essentielles peuvent agir un petit peu en tant que répulsif. C'est pas du tout impossible que ça fonctionne chez les papillons, mais je peux pas vous en dire plus. À ma connaissance, ça n'a pas été testé. Alors, on a une question qui revient sur le chair. Est-ce que c'est sensible aux nématodes et aux othyrhynques en même temps? Ah oui, l'espèce chair, oui. La plante piège de chair, oui, est sensible aux othyrhynques. Donc, bon, dans une culture de cyclamen, mettre une plante piège de chair, en théorie, il n'y aura pas une pression othyrhynque dans la culture alentour, donc il y a peu de risques. Mais c'est à prendre en compte, effectivement. C'est vrai que le chair est apprécié des othyrhynques. Les nématodes, je ne saurais pas vous dire. Par rapport toujours aux œufs chairs, est-ce qu'on a observé une entomofaune spécifique, surtout sur les plantes qui étaient très contaminées? Alors, chez les producteurs, pas grand-chose à observer sur les œufs chairs. Elles sont plutôt saines. Par contre, on a l'auxiliaire, enfin un des auxiliaires de Dupont-Chélia, qui est un hyménoptère parasitoïde du genre Campoletis. Donc cette année, on l'a identifié donc Campoletis crassicornis, et qui est retrouvé de façon assez importante quand même chez les producteurs, notamment en milieu ouvert, pas vraiment dans les serres, mais plutôt dans les tunnels avec des champs alentours, donc plutôt en milieu ouvert, et qui se retrouvait très fréquemment en 2018-2019, mais cette année, on souhaitait un peu plus étudier justement ce parasitoïde, mais on ne sait pas trop pourquoi, mais cette année, on n'en a quasiment pas retrouvé. Ok. On a une question sur les essais de pièges lumineux. Quelle intensité de la lumière on a utilisé? Pour nos pièges lumineux, alors je ne sais plus. En plus, ça varie du coup forcément des modalités où il y avait un seul néon vert, bleu, UV ou pas, et ceux qui étaient en 2 néons, 3 néons. On n'a pas mesuré précisément l'intensité lumineuse, comme on le voit sur la photo du coup en pleine nuit. Hein, l'intensité est quand même importante, donc on peut écarter le fait que ce soit trop faible pour être vu, puisque on le voit bien sur la photo, hein, ça fait un beau halo de lumière. Et les mesures ont été prises en salle d'élevage d'intensité de ces néons, mais pas au sein de l'essai. Donc je saurais pas vous dire exactement quelle intensité lumineuse. Alors, on a encore une question sur le chair. Donc, le chair attire beaucoup de ravageurs. Est-ce que ça peut pas aussi être une plante réservoir dans des cultures sensibles comme l'astère, la véronique? Une culture réservoir, pardon. De ravageurs, en fait. Est-ce que le chair va pas favoriser en fait le développement de ravageurs dans les cultures quand on la place? Alors, du coup, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas spécialement observé grande communauté de ravageurs sur les diverses œufs chairs, que ce soit chez nous ou chez les producteurs. Si la question est de savoir si ça peut être une plante réservoir à Dupont-Chélia, on est en ce moment même en train de tester du coup un acarien prédateur, Straciolelaps simitus, qui est utilisé aussi pour d'autres ravageurs, puisque cet acarien prédateur est capable de grignoter les œufs et les larves de premier stade. Et donc en ce moment même, on fait des tests d'efficacité de ce prédateur en les lâchant abondamment sur les plantes pièges, donc de façon vraiment ponctuelle et ciblée, à 250 par plante piège, et on a une excellente efficacité,
puisque pour l'instant on a 90% des œufs qui ont été consommés je regarde mes notes parce que je connais pas tout par cœur, 90% des œufs qui ont été consommés en 6 jours. Donc on a une efficacité vraiment importante et rapide de Straciolelaps simicus. Donc, il y a de nombreuses questions sur le chat, mais Merci l'heure pour vos questions. tourne. Donc, on va juste terminer avec une dernière question qui concerne justement Campoletis. Comment les attirer? Alors, d'après la bibliographie, c'est un insecte qui est assez peu étudié, mais on sait que l'adulte se nourrit notamment sur les apiacées, et du coup, l'idée serait d'anticiper en gros leur présence en implantant aux abords des serres, je l'ai dit tout à l'heure, du coup plutôt des tunnels en milieu assez ouvert, implanter au bord des tunnels des apiacées pour que ce soit fleuri durant la période de contrôle de Dupont-Chéliac qui nous intéresse. Hein. Donc les adultes sont assez facilement quand même observables sur différentes espèces d'apiacées puisque le pollen et le nectar sont facilement accessibles. Et il est assez friand de cette famille. Merci Guillaume pour cette présentation. Je vais faire un petit complément pour que la réponse soit dans le replay. Concernant Dupont-Chéliac, on a une question intéressante qui disait les phéromones fonctionnent et du coup, pourquoi ne pas utiliser que les phéromones? Alors, il faut savoir que les plantes pièges et les phéromones ne sont pas en concurrence. Hein, c'est plutôt deux leviers d'action totalement complémentaires. En effet, les phéromones agissent sur les mâles et les plantes pièges vont attirer les pontes des femelles. Donc comme ça, avec ces deux leviers, on arrive à toucher l'ensemble de la population de Dupont-Chéliac présente dans l'abri.